Allô tout le monde, la dernière fois j'ai fait les Harry Potter, mais maintenant j'ai un peu plate, donc je ne vais pas arrêter, mais je vais chaque jour je vais changer de titre. Comme aujourd'hui Amos Dragon, l'autre jour Harry Potter, et voilà, aujourd'hui Amos Dragon, demain Harry Potter, aujourd'hui, non, après-demain, Amos Dragon, après-demain, Harry Potter. C'est ça. Ok, donc je vais lire. Amos Dragon. Livre 1. Porteur de masque. Ce livre est écrit par Brian Béraud. On commence par prologue. On trouve dans les plus anciennes légendes de ce monde l'histoire des masques de puissance, ces masques qui ont une valeur inestimable et sont porteurs de la magie sacrée des éléments. Se retourner à des êtres ayant beaucoup de cœur et d'esprit. Il existe 4 masques, celui de la terre, celui de l'air, celui de feu et celui de l'eau. Et 16 pierres de puissance qui servent à alimenter les masques d'une puissance magique. Dans l'éternel combat contre le bien et le mal, entre le jour et la nuit, entre les dieux des mondes positifs et ceux des mondes négatifs. La tâche de ces élus serait de rétablir l'équilibre de ces forces. Amos Dragon, fils d'Urban et de Freya Dragon, fut choisi pour accomplir cette mission. Dès sa naissance, son destin fut écrit par la Dame Blanche en lettres d'or dans la grande histoire des héros éternels. Celle-ci, déesse suprême du monde, attendait patiemment le jour de sa révélation. Chapitre 1. La paix des Gavers. Le royaume Tomain était un endroit magnifique. On y trouvait une petite ville aux rues bien ordonnées et surplombée par un château de pierre sombre. De hautes montagnes au sommet toujours enneigé encerclaient la cité. Une large et longue rivière qui prenait sa source dans les neiges éternelles descendait les versants en cascade pour couler directement jusqu'aux villes dans la vallée. Il y avait à Omain un petit port de pêcheurs rempli de frêles embarcations aux couleurs éclatantes. Lorsque le silence de la nuit tombait sur le marché au poisson, tous les citoyens s'endormaient au son des vagues de l'océan. Chaque matin, c'est en suivant la rivière que des dizaines de pêcheurs levaient la voile triangulaire de leur bateau de poids pour aller jeter lignes et filets dans la mer. Les rues d'Omain étaient en terre battue. On s'y promenait unique habitant de la ville était pauvre, à l'exception du seigneur Edolphe qui habitait le château. Celui-ci régnait en maître sur ce coin de paradis et obligeait chaque famille à verser d'énormes redevances pour la gestion du royaume. Tous les mois, à pleine nuit, la carte personnelle du seigneur descendait en ville afin d'y encaisser l'argent des impôts. Si un citoyen était incapable de payer, il était immédiatement jeté dans une cage de fer pour être exposé au regard de tous. En plein centre du marché, sans nourriture, sans eau, subissant le froid ou la chaleur et les moustiques, le malheur pouvait rester là plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Les habitants de la ville savaient quand le séjour dans la cage se terminait souvent par la mort du prisonnier. Aussi, s'efforçaient-ils de régler scrupuleusement leurs redevances au Seigneur. Edolphe était grosse comme une baleine, avec ses yeux exorbités, sa grande bouche et sa peau pleine de boutons et toujours huileuse. Il ressemblait à s'y méprendre à un hissé une fois par an. En prenant
La porte tombait, en plus d'être laide à faire peur, Adolphe avait, disait-on, un cerveau de la taille d'un tétard. Au coin du feu, les aînés racontaient aux enfants les incroyables bêtises de leur Seigneur. Ces légendes, amplifiées par le temps et transformées par l'habileté des conteurs, faisaient les délices des petits et des grands. Ainsi, à Omain, tout le monde connaissait l'histoire de Yak le troubadour qui, de passage dans la vie pour y présenter des spectacles, s'était fait passer auprès des gonfs pour un célèbre docteur. Pendant près d'un mois, Yak avait fait avaler au seigneur de la crotte de mouton enveloppée du sucre afin de guérir sa mémoire défaillante. Depuis, on racontait que Tédonf avait complètement retrouvé ses facultés et n'oublierait jamais le faux docteur ni, surtout le coup de la crotte de mouton. Voilà pourquoi les vieux conteurs d'Omain disaient aux gamins que c'est entre eux qui oubliaient trop souvent d'obéir à leurs parents de l'écouter. Un jour, après avoir écouté ce récit, les enfants de la contrée avaient toujours une excellente mémoire. C'est dans un royaume qu'Amos d'Aragon avait vu le jour. Son père et sa mère étaient des artisans qui avaient passé de longues années à voyager de pays en pays à la recherche d'un coin idéal pour s'établir. Lorsqu'ils avaient découvert le magnifique royaume d'Omain, ils avaient décidé de s'y installer avec la certitude qu'ils y demeuraient jusqu'à la fin de leur jour. Ces braves gens avaient cependant commis une brave erreur en construisant une petite chaumière à l'orée de la forêt, non loin de cité, sur les terres mêmes du seigneur Adolphe, sans son autorisation. Lorsque celui-ci avait appris la nouvelle, il avait envoyé ses hommes leur rendre visite avec l'ordre de les soumettre au supplice de la cage et de brûler leur maison. En échange de leur vie et des arbres qu'ils avaient coupés pour construire les murs de leur maisonnette, Urbain d'Aragon avait proposé au seigneur veiller gratuitement pour lui et de s'acquitter ainsi de sa dette. Et donc avait accepté. 12 années déjà s'étaient écoulées depuis ce funeste jour. Et le père d'Amos veillait toujours à la sueur de son front, son erreur passée. Après tout, ce temps au service du Seigneur, Urbain faisait pitié à voir. Il avait beaucoup mérité et dépérissait à lui d'œil. Et donc le traitait comme un esclave et lui en demandant toujours davantage. Les dernières années avaient été particulièrement éprouvantes pour s'était mis à lui donner des coups de bâton pour accélérer son rythme de travail. Les seigneurs d'Omain prenaient un grand plaisir à battre Urbain et celui-ci, prisonnier de sa tête, n'avait pas d'autre choix de subir sa tyrannie. Tous les jours, c'est la tête basse et les membres meurtris que le maire d'Amos rentrait à la maison. Étant donné qu'il n'avait pas assez d'argent pour fuir leur royaume, ni plus assez de force pour affronter Adolphe et s'en affranchir. C'est un arbre qu'Urbain quittait le foyer le matin en sang qu'il je sais pas quoi pourquoi non esclave si prisonnier attendre force pour affronter un sang enfui. C'est un arbre que Urbain quittait le foyer la maison et sans qu'il y venait le soir. La famille d'Aragon était certainement la plus pauvre du village, et sa chaumière, la plus petite d'entre tous. Les murs étaient faits de troncs d'arbres dégrossis à
la hache et coucher les uns sur les autres. Pour conserver la chaleur du foyer, Urban Tarragon avait calfeutré avec de la taupe et du foin les petites ouvertures laissées par les irrégularités du bois. Le toit de paille avait une excellente imperméabilité et la grosse cheminée de pierre, énorme en comparaison de la taille de la maison, semblait être le seul élément de construction qui fut véritablement solide. Un petit jardin fleuri, peu ensoleillé à cause des arbres immenses qui l'entouraient, et un minuscule bâtiment ressemblait vaguement à une grange complétait le tableau. La chaumière par elle-même était toute petite. Une table de bois, 3 chaises et un lit superposés en constituaient l'unique mobilier. La cheminée occupait la presque totalité du mur et une marmite était toujours suspendue au-dessus du feu à l'aide d'une crémaillère. Vivre en ces lieux était pour la famille Tarragon une lutte permanente contre la chaleur ou le froid, mais aussi contre la faim et la pauvreté. Obligé depuis son plus jeune âge à se débrouiller avec les moyens du bord, Amos avait acquis de nombreux talents. Il chassait le faisin et le lièvre dans la forêt, pêchait avec une canne de fortune dans la rivière et ramassait des coquillages et des crustacés sur la côte d'océan. Grâce à lui, la famille réussissait à vivre tant bien que mal, même si certains jours il n'y avait pas grand-chose sur la table. Au fil du temps, Amos avait mis au point une technique presque infaillible pour capturer les oiseaux sauvages comestibles. Au bout d'une longue perche en forme de T, il laissait glisser une corde dont l'extrémité était dotée d'un nœud goulant. Il lui suffisait de repérer une bergerie, par exemple, de demeurer à bonne distance de sa proie et d'avancer doucement le bout de sa perche munie du nœud vers l'animal. Sans bruit, Amos passa rapidement le piège autour du cou de l'oiseau et tirait aussitôt sur la corde. Il rapportait souvent de cette façon le dîner de la famille. Le jeune garçon avait appris à écouter la nature, à se fondre dans les fougères et à marcher dans les bois sans que personne n'entende le moindre bruit. Il connaissait les arbres, les meilleurs endroits pour trouver des petites fouilles sauvages et pister, à l'âge de toutes les bêtes de la forêt. Quelquefois, pendant la saison froide, il parvenait même à repérer des truffes. Ces délicieux champignons souterrains qui poussent au pied des chênes, la forêt n'avait plus aucun secret pour lui. Amos était profondément malheureux. Tous les jours, il voyait son père souffrir et sa mère sombrer peu à peu dans une résignation malsaine. Ses parents, continuellement sans le sou, se disputaient souvent. Le couple s'était enlisé dans la misère du quotidien et elle n'avait même plus l'espoir de s'en sortir. Plus jeune, Urban et Fria faisaient sans cesse des projets de voyage, voulant à tout prix préserver leur bonheur et leur liberté. Leurs yeux, autrefois pétillants, ne reflétaient plus maintenant que tristesse et fatigue. Amos rêvait tous les soirs qu'il sauvait ses parents en leur donnant une meilleure vie. Urban et Fria étaient trop pauvres pour l'envoyer à l'école. Le jeune garçon rêvait aussi d'un instituteur capable de mieux lui faire comprendre le monde, de répondre à ses questions et de lui conseiller des lectures. Toutes les nuits, c'est en soupirant qu'Amos Tarragon s'endormait dans l'espoir que la journée suivante lui apporterait une nouvelle vie. Par une splendide matinée d'été, Amos se rendit sur la côte pour ramasser des moules ou encore débusquer quelques crabes. Il suivait son projet habituel, mais sans grand succès. Sa maigre récolte contenait dans un de ses eaux
en bois ne suffisait pas à nourrir 3 personnes. Bon, se dit-il, pour l'instant, je pense avoir épuisé toutes les ressources de cette partie de la grotte. Il y a encore tôt et le soleil brille. Je vais voir ce que je peux trouver plus loin, sur un autre rivage. Amos songea d'abord à se diriger vers le nord, un endroit qu'il connaissait peu, mais soudain il pensa à la paix des cavernes. Celle-ci était à une bonne distance de l'endroit où il se trouvait, en direction du sud, mais pour y être installé plusieurs fois, les garçons savaient qu'on ne traînait pas trop sur place et en accélérant le pas sur le chemin du retour. Il serait rentré chez lui avant la fin de l'après-midi, comme il avait promis à son père. La paix des cavernes était un endroit où les vagues, au fil du temps et au gré des marées, avaient érodé la pierre pour y creuser des grottes, des bassins et d'impressionnantes sculptures. Amos avait découvert ce coin par hasard et en revenait toujours avec une grande quantité de crabes et de moules. Mais la grande distance à parcourir pour l'atteindre l'empêchait de s'y prendre plus régulièrement. Avec un grand récipient plein à ras du bord dans chaque main, le retour à la chaumière n'était jamais chose aisée. Après 2 heures de marche, les jeunes garçons arrivant enfin à la baie des cavernes. Épuisé, il s'assit sur la plage de Calais et contempla le spectacle de la nature. La marée était basse et les immenses sculptures taillées par l'océan trônaient sur la baie comme des géants pétrifiés. Partout sur la falaise, Amos pouvait apercevoir des trous béants, creusés par des milliers d'années de marées, de vagues et de tempêtes. Le vent frais du large caressait sa peau brune et son nez brûlé par le soleil déjà haut dans le ciel. Allez, Amos, au travail maintenant, se dit-il. Rapidement, il remplit de crabes ses 2 seaux. Il y en avait des dizaines d'autres sur la plage qui s'étaient fait surprendre par la marée descendre et qui cherchaient maintenant à regagner l'eau salée. Alors que le jeune pêcheur passait devant l'entrée d'une grotte plus large et plus haute que les autres, son attention fut attirée par un gros corbeau noir mort sur la grève. Amos leva les yeux vers le ciel et vit une bonne vingtaine de ces oiseaux voler en décrivant des cercles au-dessus de la falaise. Ces oiseaux volent ainsi en attendant la mort prochaine dans notre animal, pensa-t-il. Ils se nourriront des restes du cadavre. Il s'agit peut-être d'un gros poisson ou d'une baleine échouée près d'ici. Ce corbeau ici, lui, il n'a pas de chance. Il s'est certainement brisé le cou sur la roche. Regardant attentivement autour de lui, à la recherche d'une bête agonisante, Amos vit, un peu plus loin dans l'entrée de la grotte, 3 autres corbeaux, ceux-là bien vivants, leurs yeux fixés le fond de la caverne, comme s'ils essayaient de distinguer quelque chose dans le ventre de la paroi rocheuse. Alors qu'Amos Dragon s'approchait d'eux pour tenter de trouver une explication à ce misère, un cri d'une incroyable puissance se fit entendre. Prenant sa source tout au fond de la caverne, cet épouvantable son paralysa les oiseaux qui tombèrent aussitôt raides morts. Amos fut lui-même renversé par la force de cri. Il s'écroula exactement comme s'il avait reçu un violent coup de poing. Il avait instinctivement placé ses mains sur ses oreilles. Par terre, en position fœtale, il avait le cœur qui battait à tout rompre. Ses jambes refusaient de bouger. Jamais auparavant il n'avait entendu une telle chose. Ce cri semblait à la fois humain et animal, poussé par ses cordes vocales extraordinairement puissantes. C'est une voix charmante et de femme, au accent mélodique et doux, qui sortit Amos de sa torpeur.
On aurait dit qu'une lyre, profondément enfouie dans la grotte, s'était mise soudain à jouer. N'aie pas peur, jeune homme, je ne suis pas l'ennemi des humains. Amos leva la tête et se remit sur ses pieds. La voix poursuit. Je suis dans la grotte, viens vite, je t'attends. Je ne te ferai pas de mal, je crie pour chasser les oiseaux. Le garçon s'approcha lentement de la cavité. La femme parlait toujours et ses mots tintaient aux oreilles d'Amos comme une symphonie de clochettes. N'en crains rien, je me méfie des oiseaux, car ils sont feignants de grossiers. Ce sont des espions et ils aiment beaucoup trop manger du poison pour que je leur fasse confiance. Quand tu me verras, tu comprendras ce que je veux dire. Je te répète que je ne ferai mal aux hommes. Maintenant, viens vite, mon temps est compté. Dans l'obscurité, en se dirigeant à le tâton vers l'endroit d'où provenait la voix, Amos pénétrait plus profondément dans la grotte. Tout à coup, une douce lumière bleue enveloppa le ciel et les parois rugueuses des murs mal taillés. De petites flaques d'eau brillaient. Toute l'humanité de la caverne scintillait. C'était magnifique. Chacune des grottes avait sa propre teinte de bleu. Cette lumière envahissait l'intérieur de la grotte en donnant à Amos l'impression d'avancer sur un fluide en mouvement. Puis la voix reprit. C'est bon, n'est-ce pas? Ceci est la lumière de mon peuple. Chez moi, tout le monde peut, par sa seule volonté, faire jaillir la lumière de l'eau salée. Retourne-toi, je suis ici, tout près. En apercevant la créature, Amos dut prendre son courage à deux mains pour ne pas s'enfuir. Dans ses yeux, couchés par terre dans une petite nappe d'eau, se trouvait une authentique sirène. Ses longs cheveux avaient la couleur pâle des reflets d'un coucher de soleil sur l'océan. Fortement musclée, elle portait sur son dos une armure de coquillage ressemblait aux crottes de mailles utilisées par les hommes de guerre. Entre l'armure et la peau de la sirène, Amos crut voir un vêtement tissé d'algues. Ses ongles étaient longs et pointus. Une énorme queue de poisson, massif et large, déterminait son impressionnante silhouette. Près d'elle était posée une arme, c'était un triton en ivoire, probablement sculpté dans une corne de narwal et orné de coraux rouges pâles. La sirène dit en souriant. Je vois la peur dans tes yeux. Ne sois pas effrayé. Je sais que les créatures de ma race ont mauvaise réputation chez les humains. Vos légendes racontent que nous, les sirènes, aimons charmer les marins pour ensuite les entraîner en fond des mers. Tu dois savoir que c'est faux. Ce sont les marins qui agissaient ainsi. Ma peuple se rassemblait sauf que leur est une laideur repoussante. Comme nous, les sirènes, les marins utilisaient leur voix comme un piège pour enrouter les hommes. Puis ils dévorent ensuite leurs victimes. Puis les cargaisons et font naître des tempêtes où sombrent les navires pour s'en faire des demeures dans les profondeurs de l'océan. Amos remarqua, pendant que la sirène parlait, de larges entailles dans son armure. Il l'interrompit pour demander. Vous êtes blessé? Je peux sûrement vous aider. Laissez-moi aller dans la forêt. Je connais des plantes qui pourraient vous guérir. La sirène sourit tendrement. Tu es gentil, jeune homme. Malheureusement, je suis condamnée à mourir très prochainement. Au cours d'un affrontement avec les Mayens, mes organes ont été gravement touchés et la plaie est très profonde. Chez moi, sous les flottes de l'océan, la guerre contre ces êtres maléfiques fait rage depuis quelques jours. Maintenant, prends cette pierre blanche et, dès que tu le pourras, rends-toi chez Gwanfadri dans le bois de Tarkasi.
Tu diras à la peine que son amie Crivania, princesse des eaux, est morte et que son royaume est tombé aux mains de ses ennemis. Dis-lui aussi que je t'ai choisi comme porteur des masques. Elle comprendra et agira en conséquence. Et jure-toi sur ta vie que tu accompliras cette mission. Sans réfléchir, Amos gira sur sa vie. Sauve-toi vite. Cours et bouche-toi les oreilles. Une princesse des eaux qui meurt quitte ce monde avec fracas. Allez, va. Allez, va. Que la force des éléments accompagne chacun de tes pas. Apprends aussi le triton, il te sera utile. Le jeune garçon sortit rapidement de la grotte. Au moment où il couvrait les yeux de ses deux mains, il entendit un bruit sourd et macabre. Un chant langoureux, chargé de souffrance et de mélancolie, entendit dans toute la paix et fit vibrer la terre autour de lui. Ses pierres commencèrent à tomber ça et là, puis, dans un vacarme terrifiant, la caverne où se trouvait la sirène s'écroula violemment. Lorsque tout fut terminé, un silence profond envahit les lieux. Comme il remontait la falaise, le triton divorça en bras et un seau rempli de crabes dans chaque main. Amos se retourna pour contempler l'endroit une dernière fois. Instinctivement, il savait que plus jamais il ne reverra la paix des cavernes. Sous ses yeux, des centaines de sirènes, la tête hors de l'eau, observaient de loin le tombeau de la princesse. C'est à quelques lieues de là, alors qu'il marchait vers sa demeure, qu'Amos entendit un chant funéraire porté par le vent. Un chœur de sirènes rendait un dernier hommage à la souveraine Crivania.